Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette review du manga le plus moralement ambigu de tous les temps, j'ai nommé Jojo Lion. C'est complètement faux, mais j'ai pas trouvé d'autre adjectif. Après un chapitre qui avait mis tout le monde d'accord de par ses scènes d'action incroyables et le nouveau pouvoir développé par Josuke, il est temps de découvrir la suite de ce cliffhanger ô combien attendu, en l'arrivée de Kato. Avant toute chose, on a comme prévu eu le droit à la cover du tome 26, qui, pour la première fois depuis pas mal de temps, n'est pas en accord avec la couverture de l'Ultra Jump, et très honnêtement, c'est pour le meilleur. Parce que wow, juste, matez-moi cette dinguerie absolue. Depuis le temps que je demande une cover avec un méchant au centre, je suis si heureux. Surtout que celle-ci est particulièrement classe. Toru dégage une certaine prestance, à la hauteur de son développement dans le manga. Ah bah non du coup. Mais reste qu'elle est l'une de mes préférées. Et que son style me fait beaucoup penser au tome 14 de Dieu. Voici la cover de l'Ultra Jump pour ceux que ça intéresse. Bien sûr ça n'est pas du Jojo, va falloir attendre 2 ou 3 chapitres pour ça. Allez, le chapitre maintenant. Il s'appelle L'attaque de Kato Higashikata, pas très étonnant en vue de ce qu'il s'était passé à la fin du dernier, et voici sa cover mettant en scène notre MILF préférée. Avec d'ailleurs ce qui apparaît comme étant son stand derrière elle, mais j'aurai bien sûr le temps d'y revenir. Allez, comme d'hab, je vais résumer le chapitre puis le passer en review. Et sur ce, il est temps de retourner au domaine Higashikata, dans lequel un événement qui va tout bouleverser est sur le point d'avoir lieu. Josuke a mis Toru à terre, et Wonder of You a l'air d'avoir disparu. L'hôpital devenu bien calme, Josuke va rendre une rapide visite à sa mère toujours endormie, et repenser à ses partenaires de combat Mamezuku et Kei Nijimura, qui ont présumément perdu la vie tragiquement. C'est le cœur lourd que Josuke quittera l'hôpital, se dirigeant vers le domaine Higashikata. En parlant du domaine, il est temps de voir ce qu'il s'y passe. Kato, en larmes, va raconter une recette de cuisine d'une crème qu'adorait son fils, Jobin. Pendant qu'elle s'apitoie, Yasuo prévient Kato que Toru veut faire un échange équivalent avec elle grâce au nouveau Lokakaka, pour qu'il ait la vie sauve. Elle doit s'enfuir, et dans le doute, ne surtout pas l'attaquer. Hato et Daya se demandent à quel moment Kato est arrivé, et quant à elle, elle va dire qu'elle veut juste être du côté de son fils adoré, et se rapprocher de Toru. L'homme rocher, désespéré, va saisir une scie traînant par terre et menacer Kato avec. Alors que Yasuo continue de hurler à Kato de s'éloigner, Toru va la provoquer en utilisant une métaphore sur les rêves et les souvenirs pour lui dire que son fils est mort sans accomplir son objectif, et qu'elle ne laissera derrière elle que de terribles souvenirs de cruauté. Kato est émotionnellement à bout, mais va tout de même garder son sang-froid et révéler au grand jour son stand. Il se nomme Space Trucking, et possède le pouvoir de cacher des choses entre deux cartes, sorte de mélange entre Mr. President et D4C, bien sûr avec le délire d'univers en moins. Elle va ainsi couper les membres de Toru de manière à ce qu'il reste immobile. Yasuo va répéter à Kato de s'enfuir, car une calamité peut arriver à tout moment. Et les craintes de Yasuo vont se confirmer, puisque c'est nul autre que Wonder of You qui va réapparaître en piteux état. Mais, contre toute attente, Kato va dire à Toru qu'elle ne compte pas lui faire du mal, qu'elle n'a pas l'intention de l'attaquer. Ainsi, Wonder of You ne pourra pas lui faire du mal. Toru ne comprend pas. Quel est donc le but de Kato? La femme va se préparer à lancer ses cartes, et Toru panique quant au contenu de ces dernières. Mais avant de le savoir, petit moment flashback. L'on retrouve Kato et Jobin quelque temps auparavant, en train d'avoir une discussion plutôt importante. Kato remarque que son fils est tracassé par quelque chose. Ce dernier dira qu'il sait qu'un ennemi va arriver, et ce, pour la simple et bonne raison qu'il possède un pot de nouveau Lokakaka, ici, dans son bureau, issu de la branche qu'il a récupérée lors de l'incendie du verger. Après une démonstration sur l'un de ces insectes, il va révéler la présence du fruit à sa mère, ce même fruit tant convoité, qui a le pouvoir de faire un échange équivalent parfait. Kato est surprise, et demande à Jobin s'il a récupéré ce fruit seul. Il va ainsi révéler à sa mère que son fils l'a aidé, que tout ça est très dur pour lui, et que la malédiction va bientôt le rattraper. Jobin ne sait pas quoi faire, et hésite à mettre au courant son père. À l'évocation de Norisuke, Kato va instantanément le baffer. Car en effet, Norisuke est contre l'idée de l'échange, l'homme étant résigné à se sacrifier. Kato dira que la sécurité de la famille Higashikata est plus importante que l'éthique, ce qui résume bien la mentalité des membres de la famille. La malédiction doit être brisée, et ce, grâce au Lokakaka. Kato va ainsi laisser des cartes à Jobin, au cas où il ait besoin de cacher le pot, et, de retour dans le présent, va révéler ce que contiennent les cartes qu'elle a lancées à Toru. Entre elles, se trouve nul autre que ce pauvre Tsurugi, qui va commencer à fusionner avec Toru. Le véritable objectif de Kato était de se servir de Toru pour faire un échange équivalent avec Tsurugi, pour ainsi le libérer de la malédiction. C'est sur cette incroyable révélation que se termine ce chapitre. Bon, comme d'hab, il y a pas mal de choses à dire.
Comme prévu, on a eu le droit à un chapitre bien dense, qui fait bien avancer l'histoire comme il faut. Surtout qu'on a eu le droit à 49 pages cette fois-ci, soit un plutôt long chapitre. Je vais revenir sur chacun des éléments importants, à commencer par le tout début, seul moment du chapitre où l'on voit Josuke. Un moment de post-gros combat, où Josuke s'assure que sa mère va bien, et repense mélancoliquement à ses deux compagnons de combat. Outre l'aspect symbolique du truc, c'est une scène qui me perturbe un peu. J'ai bien l'impression que la dernière planche de la scène nous laisse penser que Josuke se dirige vers le domaine Higashikata. Mais dans ce cas, ça choque que moi qu'il se barre comme ça, en laissant Mamezuku et Kei en plan, c'est vraiment très chelou. Mais là pour le coup j'ai aucune théorie, je vais juste attendre de voir ce qui va se passer avec Mamezuku. Car oui, malgré ce que j'ai pu dire dans la partie résumée, il ne peut pas être mort. Sans quoi il emporterait les tant attendues explications sur la rotation explosive avec lui dans sa tombe. Et ça, il en est hors de question. Toujours est-il que cette intro était stylée, avec un Josuke à bout de force, repensant lassement à tout ce qui vient de se passer. Allez, il est temps de parler de la véritable MVP de ce chapitre, la grande Kato Higashikata, un personnage que j'aime tout particulièrement, représentant parfaitement l'ambiguïté morale des Higashikata, et possédant une certaine prestance. Et bordel qu'elle est mise en valeur dans ce chapitre. Et que son retour est véritablement une excellente idée. Déjà, l'on peut voir une preuve de plus de l'amour inconditionnel qu'elle porte à son fils. Et l'on verra même un côté maman poule de Kato. En effet, sa première phrase sera sa fameuse recette de crème à base de pommes de terre Mezame. Une variété de patates qui existe d'ailleurs, et c'est stylé. Bref, le fait qu'elle raconte ça en disant que c'était la crème préférée de son fils, a quelque chose d'à la fois un peu con dans le contexte, léger, mais aussi terriblement triste. On ajoute à ça les larmes et les expressions faciales dévastantes de Kato, et ouais, ça m'a fait quelque chose. Pauvre Jobin. Tu étais parfois un connard, mais tu faisais tout ça pour ton fils. Et tu ne méritais probablement pas ce qu'il t'est arrivé. Pour ceux qui en doutaient encore d'ailleurs, il est désormais certain qu'il est mort, y a plus aucun doute là-dessus. Et si Kato pleurait, c'est bel et bien parce qu'elle a vu l'état de son fils. Enfin, la chose la plus intéressante concernant Kato dans ce chapitre, c'est bien sûr la révélation de son stand, qu'on attendait depuis longtemps, et que l'on peut désormais cocher sur la grille des mystères résolus de Jojo Lion, aux côtés d'une moitié de la disparition de Kei. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce stand? Déjà, petite déception de fanboy, ça n'est pas King Crimson. À vrai dire, même moi je n'y croyais pas, et c'était plus une vanne qu'autre chose. Car l'introduction du stand dans le tome 14 faisait bien plus penser à un espèce de divorcié avec des cartes, que d'un stand capable d'effacer le temps. En réalité, le stand se nomme donc Space Trucking, qui coche bien sûr la case du King à l'intérieur du nom propre au Higashikata. Il s'agit d'une référence à la chanson éponyme de Deep Purple, dont l'espace commentaire de la vidéo YouTube a, évidemment, d'ores et déjà été pris d'assaut par notre belle communauté. Si la référence est très cool, je ne suis pas spécialement fan de l'apparence du stand. Il est pas moche, loin de là. Il a un certain style avec ses motifs, mais son gabarit très large en haut et mince en bas, je sais pas, ça me fait un peu bizarre. Quant à son pouvoir, eh bien ma foi c'est très classique, très attendu, mais tout de même plutôt cool, et ça marche bien. J'ai encore un peu de mal à savoir si les membres de Toru ont été coupés grâce au potentiel tranchant des cartes, ou si elle les a juste fait disparaître entre deux cartes. Je penche plus là-dessus, mais ça manquait un peu d'effet visuel clair. En tout cas, le stand peut avoir beaucoup d'utilisations intelligentes, comme dans le flashback pour faire disparaître quelque chose, en l'occurrence le pot de l'Okakaka, ou encore pour ce qu'il se passe à la fin, j'y reviendrai bien sûr. Où là, c'était un truc de fou, réellement. Et du coup on a l'explication complète de la scène d'intro du personnage. Une chaise avait simplement disparu entre les cartes de Kato, dont Joshu s'est pris les pieds en plein fouet en retirant les cartes. Maintenant je vais me pencher un peu sur les fameux objectifs de Kato, qui ont tant fait jaser pendant tout ce temps. Alors, les adhérents de la carte Spiracy, théorie selon laquelle Kato serait l'antagoniste principal manipulant tout dans l'ombre depuis le début, on vous entend moins tout à coup, Je l'ai toujours défendu. Pour moi, Kato ne pouvait être cette méchante dont tout le monde parle. Elle a toujours été un personnage humain, voulant le bien de sa famille, et en particulier celui de son fils, avec qui elle possède les liens les plus forts. Je pense que si elle s'était avérée être à la tête du trafic de l'Okakaka, ou même une femme rocher comme certaines théories le veulent, ça aurait un peu niqué le propos du perso, notamment sa relation avec Jobin. Je suis donc heureux que ça ne soit pas le cas. Enfin, ça n'a pas l'air. On connaît Araki et sa capacité à nous retourner le cerveau, mais en tout cas c'est sûr que vu les événements du chapitre, elle a l'air d'être tout sauf alliée avec Toru. Ah oui, et en parlant de sa relation avec Jobin, j'ai beaucoup aimé ce petit flashback montrant leur complicité, et dans lequel on voit que Jobin est quelqu'un qui a des doutes quant à ce qu'il fait, et qu'il compte donc sur sa mère pour le réconforter. On apprend aussi que c'est suite à sa demande qu'il n'a rien dit à Noriske, la femme voulant briser la malédiction de la famille en se servant du fruit, et non avec un sacrifice de plus. Kato dit aussi ouvertement que le bien de la famille surpasse l'éthique. En l'occurrence, elle veut garder le Lokakaka pour leur bien personnel, et non celui d'autrui. J'aime énormément ces dilemmes moraux de Jojo Lion autour du Lokakaka.
et ce chapitre m'a véritablement gâté sur ce point-là. J'ai en tout cas très hâte de voir l'évolution de tout ça. Aussi, l'on peut voir que Kahato n'a pas l'air d'avoir de rancœur envers Nosuke et sa famille, puisqu'elle a malgré tout prohibé à Jobin de prévenir son père, en partie pour éviter que ce dernier ne se sacrifie. Et bien sûr, il va falloir que je parle de la plus grosse révélation, la plus grosse dinguerie du chapitre qui m'a fait hurler, le réel objectif de Kato, à savoir faire un échange équivalent entre Toru et Tsurugi, pour lever la malédiction. Wow, bordel, c'est vraiment trop fort. Je m'attendais à tout sauf à ça. Après un Toru qui a provoqué Kato pendant tout le chapitre, cherchant désespérément un moyen de faire un échange avec le premier venu, il s'est totalement fait niquer. Car oui, son échange aura bien lieu, mais dans l'autre sens. Quelle ironie du sort. J'ai en tout cas beaucoup aimé la manière dont la révélation a été introduite, avec le flashback amenant le sujet de Tsurugi intelligemment. Je me pose quand même quelques questions. À quel moment Kato a-t-elle capturé Tsurugi? Est-ce que Mitsuba lui a donné? Dans ce cas, depuis combien de temps Kato est dans la maison? Comment a-t-elle été au courant de tout ce qui se passait? Des questions qui trouveront, je l'espère, leur réponse dans les prochains chapitres. Allez, je vais terminer par un petit instant Toru. J'ai adoré ces provocations pour pousser Kato à bout, basées sur des métaphores évoquant implicitement les hommes rochers et leur rôle. J'en ai même vu là un début de développement pour ce dernier, mais j'avoue que je commence à perdre espoir. À moins qu'il fasse une grande tirade sur ses motivations et ses convictions profondes avant de mourir, ou alors qu'il survive à l'échange équivalent en je ne sais trop comment, j'ai bien peur que Toru meure sans avoir reçu le développement qu'il mérite. On verra, écoutez, mais vraiment, ça me foutrait bien le seum, surtout après une cover pareille. Bon sinon j'ai bien aimé la nuance du déclenchement de Wonder of You. Au début je comprenais pas du tout pourquoi Kato se prenait pas de calamité après avoir quand même tranché les membres de Toru. C'est pas rien quand même. Vous imaginez vivre sans membres? Bref, je divague. Mais en fait ça s'explique par le fait qu'elle n'avait pas l'intention de l'attaquer, de lui causer du tort. C'est donc un stand qui se déclenche plus par le mental que par des actions physiques. Et je trouve ça très intelligent, ça explique plein de choses à vrai dire. Donc ça veut dire que si je découpe Toru en tranches mais que je fais pas ça pour lui nuire, techniquement ça devrait aller. Cool. Ah oui, et juste un truc. Même si j'ai kiffé la planche et l'effet de surprise qu'elle apporte, j'ai pas du tout été convaincu par l'apparition de Wonder of You, censé amener de l'attention, vu que on sait que le stand n'a pas besoin d'être à côté de son manieur pour fonctionner. Reste que Toru était très cool dans le chapitre. Ça fait plaisir de voir cet enfoiré jouer sur les sentiments pour faire craquer Kato. Sinon j'ai pas grand chose à dire sur les dessins du chapitre. Comme d'hab c'était très beau, avec des superbes expressions faciales très humaines pour Kato, et toujours aussi sombre pour Toru. Comme d'hab, on a aussi eu le droit à des doubles pages grandioses au découpage absolument magnifique. Enfin, il est temps de conclure. Un chapitre que j'attendais pour sa promesse de faire avancer l'intrigue, ce qui a bien été le cas. On a le droit à une Kato absolument magistrale, et qui s'affirme une fois de plus comme étant un personnage extrêmement profond, aux objectifs très intéressants, possédant de surcroît une superbe relation remplie de dilemmes moraux avec son fils, ainsi qu'un stand dont elle se sert parfaitement. Le cliffhanger en la fusion Toru-Tsurugi est une excellente idée qui amène de nombreuses perspectives intéressantes pour la suite. Bref, encore une fois un super chapitre, avec un rythme haletant qui marque un réel tournant dans l'histoire de Jojo Lion. Parce que oui, mine de rien, on se rapproche de plus en plus de la fin. À mon humble avis, il reste 5-6 tomes pour que tout ça se termine. Il reste encore de nombreux mystères à résoudre, mais j'ai confiance. Surtout que ce chapitre, et c'est une première depuis très longtemps, apporte plus de réponses que de questions, et même presque pas de questions à vrai dire. C'est assez rare pour être souligné. J'ai cela dit toujours les mêmes craintes quant à Toru, car si certains disent que cette partie n'a pas besoin d'antagoniste principal pour être intéressante, personnellement, je pense que c'est nécessaire pour une implication totale, et donner plus de crédibilité et de consistance aux enjeux. J'espère donc que ce cher Toru, qui a définitivement le droit à un sursis de plus à chaque chapitre, reçoive le développement qu'il mérite. Allez sur ce, j'en ai fini avec cette review. Et bien voilà, c'est terminé, merci beaucoup d'avoir regardé cette review de Jojo Lion jusqu'au bout. Une review qui à la base devait avoir un peu de retard dû aux examens que je devais passer cette semaine, mais étant donné que la classe a fermé à cause d'un cas de Covid, j'ai pu la sortir dans les temps, même plus rapidement que prévu, parce que j'ai beaucoup kiffé l'affaire et j'ai vraiment tryhard, parce que vraiment, c'est un chapitre que j'ai adoré et dont j'avais envie de faire une review claire, concise et qui sorte rapidement, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésite pas à lâcher un like, à commenter la vidéo, à la partager. Bien sûr, vous savez que j'adore ça, que je vous lis tous, même si je vous réponds pas tous, de me donner vos théories sur la suite de Jojo Lion, vos avis sur ce chapitre, ce que vous pensez de ce qui s'est passé, si vous avez des contre-arguments à ce que j'avance, etc. Mettez-moi tout ça en commentaire, c'est toujours un espace de discussion plutôt cool sous les reviews de Jojo Lion et j'aime beaucoup y passer, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, écoutez, de mon côté, je vous donne rendez-vous samedi
29 mai pour la sortie de la prochaine chronique. Il y aura un trailer qui va sortir entre temps, mais je vous annonce la date maintenant. Ça sera samedi et vendredi pour ceux qui font partie de la passionnée avec le bouton rejoindre. Et j'ai extrêmement hâte de la sortir. Bref, merci encore une fois à tous les donateurs, comme d'habitude, vous régalez. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, ce que tu veux. Et n'oubliez pas que Jojo Lion, c'est quand même vachement bien. Ouais.